Bonjour, c'est l'instant Lovecraft, 1, 2, 3, le 4. C'est parti. Je voulais vous parler... C'est mieux comme ça, non? Du plus étrange bouquin que j'ai dans ma petite bibliothèque dédiée à Lovecraft. C'est pas un livre, c'est un catalogue. Et c'est le catalogue de la bibliothèque personnelle de Howard Phillips Lovecraft. On en parle. Quand Lovecraft meurt, il a à peu près chez lui 1000 ou 1200 bouquins. Évidemment, les bouquins ont été le plus grand intérêt de toute sa vie. Simplement, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu d'argent. Lire, c'est souvent aller en bibliothèque. Par exemple, la plupart des grandes rencontres qu'on a au cours des lettres ou des contemporains, comme la lecture de Conrad, par exemple, il ne les a pas chez lui. Il n'a jamais pu se les acheter. Par contre, quand on suit, par exemple, son année à New York, c'est un acheteur compulsionnel de vieux livres. Et ça tombe bien, parce qu'avec son copain George Kirk, on en parlera de George Kirk aussi. Il est là, George Kirk. Ce type qui vient de Cleveland, et ils cohabitent, ils ont 2 pioles chacun à un étage séparé. Et Kirk est en train de... Son projet, c'est de monter une bouquinerie à New York. Donc c'est acheter des livres, aller chez des gens, et... Lovecraft l'aide à cataloguer, archiver, tenir ses registres, et en conséquence, Kirk lui laisse quelques-uns des bouquins à prix. Il y a aussi l'héritage de la bibliothèque familiale. Quand on lâche la grande maison du grand-père, quelle douleur de devoir vendre les meubles, les livres, mais quelques-uns jamais ne voudra s'en séparer. C'est souvent les livres les plus anciens, par exemple les 1001 nuits que lui lisait son grand-père quand il était tout petit gamin. Par exemple, son Shakespeare de 1860 et par exemple son Encyclopædia Britannica. Vous voyez ce qu'en fait Borges, ce grand Lovecraftien de Borges, quand il nous raconte, lui, le tome qui manque, l'Encyclopædia Britannica. On y est dans la bibliothèque de Lovecraft. À nouveau, c'est à S.T. Yoshi qu'on doit l'établissement de cet étrange livre. Pensez comment ça s'est fait, ce truc. À sa mort, Lovecraft lègue quelques livres à des amis. Par exemple, dans ses instructions en cas de décès, un texte ô combien émouvant, il fait la liste des bouquins qu'il cède à Barlow. Et moi, naïvement, je pensais que puisqu'on avait cette liste des 1000 bouquins, que peut-être ça avait été recueilli aussi dans ce que Barlow avait légué à la bibliothèque de Providence, le John High Library. Et après tout, il lègue les papiers. Les bouquins, c'est du papier, non? Et quand je suis arrivé à Providence, ça a été une des premières questions, et c'était pas facile. Le conservateur me regardait avec des yeux tout ronds. Je voulais voir les livres de Lovecraft. Et en particulier, il y en avait un que je voulais absolument voir, c'était son exemplaire de Baudelaire, une édition de 1919, poèmes et prose. Et ce que je voulais voir, c'était comment ce truc avait été traduit, quel visage avait Baudelaire, puisque ça avait pris une telle importance qu'il y avait emprunté du vocabulaire, des titres, des figures, et en même temps, Lovecraft avait aussi un bouquin des lettres de Baudelaire en français, mais c'est son copain Galpin qui lui avait apporté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre français? Il y a Huysmans, par exemple, à rebours de Huysmans, que Lovecraft vénérait aussi. Par contre, dans sa bibliothèque, il y a des choses dispersées. Il y a un Salammbô de Flaubert. Il n'y a pas de Maupassant, alors que Maupassant a eu une influence énorme. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des magazines. Il y a une collection complète de Weird Tales, et puis d'autres collections, par exemple Amazing Stories, Fantasy Fan, Marvel Tales, Strange Tales. Donc là, une espèce d'achat là encore compulsif de tout ce qui se passe autour de lui, là où ses copains publient. Qu'est-ce qui se passe dans cet espace comme ça du conte fantastique? Il y a ces dictionnaires Webster. Qu'est-ce que c'était important pour Lovecraft? Quand on change de piole, la première chose qu'on installe juste à côté du bureau, c'est le dictionnaire Webster à côté de l'atlas, de l'encyclopédie. Mais on y reviendra sur l'espace de travail de Lovecraft. Et donc, à sa mort, non, les bouquins n'ont pas été accueillis
accueilli par la John A. Library. Vous savez qu'une des vieilles tantes est déjà disparue. Reste Annie, la tante Annie Gamwell. Et cette Annie, qui elle-même évidemment ne roule pas sur l'or, demande à une voisine, c'est-à-dire avant de rendre la chambre de Howard, elle demande à une brave dame qui vit comme ça, c'est des maisons avec des chambres louées. Lovecraft n'aura jamais connu autre chose, de faire un relevé des titres, tout simplement pour les porter à un marchand d'occasion et les vendre. Et cette brave dame, qui s'appelle Madame Spink, s'en acquitte. Et puis Annie Gamwell décède en 1943, fin de l'histoire. C'est seulement 15 ou 20 ans après que une sœur ou une nièce de cette Madame Spink retrouvera ce papier et que cette liste va réémerger. Qu'est-ce qu'elle en fait, Annie Gamwell? Rien, elle n'a pas eu le temps de les vendre. Par contre, qui hérite de Annie Gamwell? J'ai même pas réussi à le retrouver. Elle, de son côté, du côté de son mari, il y a des neveux, il y a des nièces. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bazardent tout. Et donc tout ça s'en va dans Providence, et en particulier là je vais mettre quelques images des Cellar Studies. C'est un endroit bizarre dans le Providence Downtown. On monte un premier étage, dans la rue il n'y a rien, il y a juste une vague petite pancarte Cellar Studies. On monte un escalier qui est raide, qui fait au moins un étage et demi, et puis on entre là où il y a cette espèce de gros barbu dans le fond de ces bouquins qui émergent à peine les yeux, qui vous demande de poser le sac à l'entrée quand il passe balader avec son sac dans son truc, puis après vous pouvez y rester 1 heure et tout ça. Et là dans cette bouquinerie, c'est le seul d'ailleurs à avoir des bouquins comme tiens, c'est ce que j'ai acheté mon portrait de Lovecraft par Frank Belknap Long, ça vient de Cellar Studies, et puis quelques autres. Je digresse, c'est pas bien, ça devrait durer moins de 3 minutes ces petits instants Lovecraft, et j'y arrive jamais. Voilà, tous les 1000 bouquins de Lovecraft sont partis dans ce qui était à l'époque le magasin d'occasion du centre de Providence. C'est une librairie d'occasion qui en 1970 va brûler. Il est probable que quand elle crame en 1970, des 1000 bouquins, il y en a encore quelques-uns de Lovecraft dans le fond pensé, qui se seraient intéressés à des choses de poésie latine, des choses de poésie grecque. Par contre, trucs qui sont extrêmement importants, c'est son fond mystique et occulte. Ça, c'est fascinant à regarder. Je vous le lis: mythologie, folklore, occultisme, Bering, mythe curieux du Moyen-Âge, Blake Burrough, La main de gloire, Le livre des morts de Sir Wallis Budge, Thomas Bulfinch, L'âge des fables, John Fiske, Les fabriqueurs de mythes, Camille Flammarion, Les maisons hantées, Les contes de Grimm, Houdini, ça en fera un spécial sur Houdini, j'en parle pas. John Ingram, Maison hantée et de légende. Stilling, théorie de pneumatologie. John McPhilpin, les miracles de Knock. Walter Scott, démonologie et sorcière. Lewis Spence, encyclopédie de l'occultisme, etc., etc. Il y a de la documentation. C'est impressionnant de voir comment dans ce petit catalogue. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Yoshi? Il a repris la liste, et par contre son travail aussi, mais vous le connaissez, hein, le papa Yoshi, quand il fait les choses, c'est pas à moitié. On parlera aussi du I Am Providence, sa grosse bio comme ça en 2 tomes. Il a repris dans les lettres de Lovecraft toutes les occurrences où lui-même parle de ses livres. Forcément qu'il en parle tout le temps de ses bouquins, ou le moment où il les achète dans la période avec Kirk à New York, ou comment au cours de voyages, etc., ou tout simplement quand il les relit et les commente. Et à partir de là, une recherche bibliographique, et il nous redécrit le bouquin. C'est bizarre, parce que là, pour moi, il y a cette petite tension comme ça qui est si impressionnante. C'est comment, pour nous, pour entrer dans l'atelier d'un auteur, les documents de cette sorte, comme ça peut compter. Et là, qu'est-ce qu'on a? Une bibliothèque fantôme. Une bibliothèque qui était l'héritière de celle de son grand-père, et une bibliothèque, la sienne,
compléter, accumuler toute une vie, une bibliothèque lacunaire, parce que précisément tout ce qu'on lit dans les bibliothèques publiques, on ne se l'est pas approprié, n'en fait pas partie, devient une bibliothèque fantôme, récemment j'étais en Suisse et je visitais au 6e sous-sol de la Bibliothèque nationale de Berne les bibliothèques privées laissées par Hermann Hesse ou Blaise Cendrars, et croyais que c'est des visages, c'est de la vie. La bibliothèque de Howard Phillips Lovecraft, si elle était restée à la Brown Library, s'il y avait eu comme ça, quoi, 500-600 $ de l'époque concédés pour ce qui est chaque fois comme ça l'œuvre de vie, aujourd'hui on viendrait la visiter avec un sacré respect. Non, elle s'est dispersée, elle est partie dans toutes mains, c'est fini. Bibliothèque fantôme pour auteur dont l'œuvre même traite de ces choses qui, dans le réel, n'appartiennent pas au réel. Merci ST Yoshi d'avoir fait ce boulot. Combien on est en France? Vous me le direz dans les commentaires à l'avoir fait ce petit bouquin. Et en même temps, juste petit signe, il faudrait que je m'arrête, c'est déjà bien trop long. Tout ça, c'est du print on demand. C'est une vraie révolution, le print on demand. Et les miens, si vous les voulez, les print on demand, il y a le lien juste en dessous. Merci les gens, c'était le numéro 4.